peut-être attendre juste 2 petites minutes avant de commencer, là, question que tout le monde se joigne à la rencontre. Vous étiez environ combien la dernière fois au dernier module? Je me rappelle pas, peut-être une vingtaine. OK. Donc, il manque quand même pas mal de monde. On va attendre. Mais c'est vraiment approximatif, honnêtement, j'ai pas calculé. Pour notre compagnie, en tout cas, on est 10. Oui, Donc, bon, ben quand même, ça avait un bon pourcentage de représentation. Excellent. Génial. Ben écoute, il est 1h01, donc bon, on va commencer, puis au pire, les gens se joindront à nous si jamais, même si on du retard, là, on va y aller quand même. Ben bonjour, mon nom est Valérie Coulombe. Donc, mon nom est Valérie Coulombe, je suis directrice ressources humaines pour le groupe Humanico. Donc, c'est moi aujourd'hui là, qui va vous présenter le module dotation. Ça fait quand même plusieurs années là, que je le présente. Là, si je ne me trompe pas, vous êtes rendu, est-ce que c'est votre deuxième module dans le cours, au niveau du parcours? Parfait. Fait que vous avez vu déontologie comme premier module, puis il va rester droit et santé-sécurité. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va regarder vraiment le module de dotation. Donc, en fait, pour vous parler, en fond, me présenter rapidement, là, ça fait 17 ans là, que je travaille au niveau des ressources humaines, du recrutement en particulier pour le groupe Humanico. Je suis membre également de l'Access là, depuis 2011. J'ai fait ma certification. Et je siège aussi au niveau du conseil d'administration du chapitre Québec de l'Access, donc qui représente l'Access au niveau de la province de Québec. Donc, aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est vraiment de regarder l'ensemble du processus de recrutement. Là, je ne sais pas, peut-être, si vous voulez, aujourd'hui, là, c'est quand même une formation qui est destinée souvent à quelqu'un qui commence dans le domaine, mais par habitude, souvent, les gens qui suivent la formation ont plusieurs années d'expérience. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont plus disons, d'un an d'expérience au niveau, est-ce que c'est la majorité d'entre vous qui ont plus d'un an d'expérience? Oui. Oui? Oui. Oui. Oui, c'est Oui. ça que je me disais. Parfait. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va être des choses probablement que vous avez déjà vues, que vous faites au quotidien. Donc, mon but, évidemment, vous avez des questions, vous avez envie de partager peut-être des situations, donc on puisse vraiment faire du partage ensemble, bien, ça va me faire plaisir. Je ne pense pas me rendre jusqu'à 4 heures non plus. Là. Normalement, je la fais assez rapidement au niveau de la présentation. Donc, on a du temps. Fait que si jamais vous voulez m'arrêter, vous avez des questions n'importe quand, aucun problème. Votre participation va être la bienvenue. Le plus c'est interactif, plus c'est intéressant. Parfait. Donc, on y va. On commence. Donc, au niveau de l'objectif, aujourd'hui, ce qu'on va voir, bien évidemment, comprendre les étapes en matière de recrutement, donc l'ensemble du processus. On va s'attarder à chacune des étapes. On va regarder également les types d'entrevues. Donc, il y a différents types d'entrevues qu'on peut passer dans le cadre du processus de sélection. Puis, bon, comprendre l'importance de la présélection, l'évaluation, la vérification, toutes les vérifications pré-emploi pour prendre de bonnes décisions et soumettre les bonnes personnes à nos clients. Avant de commencer, évidemment, on va s'attarder à chacune des étapes. J'aimerais par contre commencer avec une petite question. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les clients font affaire avec nous, une firme de recrutement, une agence de placement? Parce qu'ils ont de la difficulté à trouver par eux-mêmes. Oui, donc des postes peut-être un petit peu plus difficiles. Manque de ressources aussi à l'interne, des fois, Oui, pour exactement. faire la chasse. Parfait. Il y en a d'autres qui ont d'autres raisons? Moi, j'allais aussi dire, des fois, ils n'ont pas de département de ressources humaines. Ça coûte moins cher de faire affaire avec une agence qu'avoir quelqu'un, même si des fois, les entreprises pensent que c'est le contraire, là, mais des fois, ça coûte moins cher. Effectivement, une entreprise qui a peut-être une plus petite équipe, qui n'a pas nécessairement de département ressources humaines, qui n'a peut-être pas tant de postes que ça à combler à chaque année, mais quand vient le temps de recruter, ça peut être pertinent de se tourner vers nous. Excellent. Je pense qu'une des raisons aussi, bien,
qui va dans le même sens de vos réponses, mais c'est notre expertise. Donc, comme on a, nous, du recrutement, on fait ça dans la vie, on fait ça tous les jours, donc on a l'expertise pour aller faire le meilleur recrutement possible et d'accompagner également nos clients là, au niveau de leur démarche de recrutement. Donc, évidemment, on est des experts, donc dans notre rôle, ça va être important d'avoir un chapeau conseil également. Donc, on est là en accompagnement de nos clients. Donc, oui, on se fait confier un mandat de recrutement. Par contre, on est là aussi pour l'accompagner tout au long du processus. Donc, il ne faut pas oublier que cette partie-là est super importante, puis peut avoir vraiment un impact, peut faire la différence sur l'aboutissement du processus et avoir de beaux résultats. Donc, il ne faut jamais oublier notre chapeau d'expert qu'on est là. Donc, des fois, on doit, vous le vivez sûrement au quotidien, mais un peu ramener à l'ordre nos clients. Des fois, ils ont bien des attentes, et ils ont une liste de critères inimaginables, mais on le sait que nous, c'est nous qui faisons, qu'on connaît l'industrie, on connaît le marché, donc on se doit de les ramener pour leur parler un peu de la réalité puis de bien gérer leurs attentes. Donc, ça va être super important. Donc, un client fait affaire avec nous parce qu'on est des experts dans notre domaine, parce qu'on est efficace, parce qu'on fait ça à grand volume. Donc, évidemment, c'est plus facile pour nous parfois là, de passer au travers différents processus puis d'accompagner nos clients. Il y a également, il ne faut pas sous-estimer qu'un processus d'embauche pour une entreprise, c'est coûteux. Donc, il y a du temps investi, il y a des gestionnaires qui vont passer, qui vont allouer du temps à ça. Et il n'y a pas nécessairement, on le sait, là, il n'y a pas de garantie au niveau d'un processus d'embauche versus souvent avec les firmes de recrutement. Bien, il va venir souvent avec le service certaines garanties. Donc, ça aussi, c'est quand même sécurisant pour un client. Donc, advenant le cas, on ne le souhaite pas, mais que finalement, ça ne fonctionne pas avec le candidat, bien, en ayant la garantie, ça leur permet de recommencer sans avoir à débourser d'autres frais. C'est intéressant versus s'ils le font eux-mêmes. Évidemment, ils doivent tout recommencer du départ et réinvestir de leur temps au niveau du processus. Excellent. Donc, avant de commencer avec les étapes, expérience candidat, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y en a qui c'est courant, vous avez des politiques d'expérience candidat, des programmes d'expérience candidat au sein de vos entreprises? Ben, s'assurer que le candidat il y a une expérience positive. Des fois, ils sont un peu. Ils ont comme une mauvaise idée au niveau des agences de placement. Ils pensent que c'est un peu comme un numéro, Oui. c'est qu'on fait juste parler à beaucoup de gens, qu'on fait pas vraiment de suivi. Euh, fait que l'expérience candidat pour moi, ce serait comme de justement pas faire ça, de plus les encadrer, d'être vraiment comme une ressource pour eux aussi. Exactement. Ben oui, effectivement, l'expérience candidat, en fait, nous, dans la vie, on travaille pour nos clients, mais évidemment, on travaille pour nos candidats. Donc, c'est important de leur offrir une belle expérience. Puis, à chaque étape du processus de recrutement qu'on va regarder aujourd'hui, on va toujours se poser la question en matière d'expérience candidat, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour s'assurer que le candidat vive une belle expérience, qu'il en retire du positif et ultimement soit sélectionné ou non, qui reste quand même avec une bonne impression du travail de collaboration qu'il a fait avec nous. Donc, ça va être super important. Donc, l'expérience, effectivement, c'est l'ensemble des contacts. Donc, ça commence vraiment au tout début. Donc, du moment que le candidat va voir soit notre site Web, va voir notre offre d'emploi, c'est quoi l'impression qu'il y a, c'est quoi, comment le premier contact qu'il y a. Et évidemment, l'expérience du candidat va perdurer à chacune des étapes du processus. Donc, super important. Ça fait référence beaucoup aussi avec notre marque employeur. Donc, on sait qu'un candidat qui a une belle expérience risque d'en parler, mais au contraire aussi, malheureusement, un candidat qui a une mauvaise expérience avec un employeur risque également d'en parler négativement. Donc, ça peut avoir un impact direct au niveau de notre marque employeur. Je l'ai dit, Camille, au niveau aussi de la notoriété des agences de placement, des fois, il y a des perceptions négatives. Donc, évidemment, c'est important, dans le cadre de l'expérience candidat, de rassurer nos candidats, de les accompagner, d'être présents. Donc, va avoir un effet là, directement sur la marque employeur puis la notoriété là, de notre industrie. Donc, vraiment important à ce niveau-là. Donc, ici, quelques statistiques sur
les impacts, évidemment, que va avoir l'expérience, soit positive ou négative. On le sait maintenant aussi avec les réseaux sociaux, avec les avis Google, les avis Indeed, c'est facile. Souvent, malheureusement, c'est souvent les candidats qui ont eu une mauvaise expérience qui vont aller s'exprimer sur ces médias-là. Et on le sait aussi que c'est souvent les gens dans leur habitude de recherche d'emploi vont aller s'informer au niveau de l'employeur, ils vont aller consulter ces avis-là. Donc, ça a un impact, évidemment, au niveau de notre bassin de candidature. Ça peut avoir un impact sur la décision d'un candidat d'appliquer ou non sur une offre d'emploi, dépendamment de ce qu'il envoie au niveau des commentaires. Donc, toujours garder en tête d'essayer de favoriser une belle expérience pour nos candidats. Donc, quelques situations pourraient avoir un impact négatif au niveau de l'expérience. Donc, évidemment, le non-professionnaliste d'un recruteur, donc arriver 15 minutes en retard à l'entrevue. Donc, c'est sûr qu'on comprend des fois qu'il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des situations, mais le plus possible, peut-être de prendre quelques minutes pour aviser notre candidat qu'on va avoir du retard. C'est une marque de respect. Des trop nombreuses étapes dans le processus de recrutement. Je suis consciente que des fois, ce n'est pas toujours de notre responsabilité. Oui, nous, on va faire notre processus, mais on le sait par expérience que souvent, chez nos clients, il va y avoir de multitudes d'étapes, donc plusieurs entrevues avec M. X, Mme Y, puis là, ça ne finit plus, des tests. Donc, c'est essayer de notre côté de sensibiliser nos clients sur le fait que plus on alourdit un processus de recrutement, plus on risque de perdre l'intérêt du candidat. Donc, on essaie le plus possible d'être efficace et que nos processus de recrutement non plus ne durent pas trop longtemps. Donc, on ne veut pas étirer ça sur plusieurs semaines, un mois. Ce n'est pas l'idéal. Donc, on veut être le plus efficace possible au niveau de notre processus de recrutement. Un autre point super important, le manque de communication avec nos candidats, la rétroaction en fait qu'on va leur donner. Donc, idéalement, de toujours éviter l'effet de trou noir, donc le candidat qui se retrouve tout simplement sans nouvelles. Donc maintenant, il y a plein de choses qu'on peut automatiser, mais personnaliser, qui peut nous aider à faire des rétroactions. Un candidat que je vais rencontrer, de lui faire un suivi sur la suite. Est-ce que je vais le présenter à mon client? Est-ce qu'il est retenu, non retenu? On veut qu'il puisse avoir des nouvelles de notre part. Un candidat aussi qu'on présente à un client qui se déplace, qui prend la peine d'aller se déplacer, d'aller rencontrer notre client, c'est la moindre des choses de lui faire un suivi, de le contacter, idéalement aussi de vive voix. Donc, il s'est déplacé, il a pris son temps, il est intéressé. On veut pouvoir lui parler, lui donner une rétroaction. On veut aussi aller lui chercher des informations, s'entretenir avec lui, puis si on l'a présenté à notre client, bien évidemment, c'est parce que c'est un bon candidat et qu'on jugeait qu'il avait de belles compétences. Donc, on veut le garder aussi au niveau de notre réseau. Donc, toujours s'assurer de faire une bonne rétroaction. Tous les problèmes techniques pour postuler, donc remplir des formulaires qui n'en finissent plus, d'avoir 25 questions à répondre avant de pouvoir appliquer. Souvent, les gens ils vont simplement laisser tomber et passer à la prochaine offre. Les formulaires aussi de demande, il y en a que c'est très long, très, très fastidieux. Donc, on essaie le plus possible d'alléger le processus et faire ça de façon rapide et efficace. Donc, première étape, qui est une des étapes pour moi les plus importantes, dans le sens que si cette étape-là est mal faite, si on ne saisit pas le bon besoin dès le départ, il y a des bonnes chances qu'on travaille dans le vide puis que finalement tout soit recommencé. Donc, c'est une étape vraiment à ne pas négliger. On doit vraiment bien cibler les besoins. Puis encore là, au niveau de notre chapeau de rôle conseil, c'est à nous d'accompagner notre client dans son questionnement au niveau de son besoin, de le ramener aussi un petit peu à l'ordre parfois au niveau de ses attentes par rapport à ce qu'il a besoin, ce qu'il exige, les exigences versus ce qu'il veut, ce qu'il est prêt à offrir. Donc, on doit être réaliste. On est en mesure de pouvoir comparer avec le marché puis vraiment le conseiller. Donc, même s'il y a une liste très, très longue d'exigences, mais qui n'est pas dans le marché au niveau des conditions, on le sait qu'on risque de travailler pour rien. Donc, c'est à nous vraiment de l'accompagner dans sa réflexion et de s'assurer de mettre les éléments là, en sa faveur là, pour qu'on puisse trouver le bon candidat pour lui.
idéalement, je ne sais pas de votre côté, un nouveau client, est-ce que au niveau de la prise de besoin, vous allez vous déplacer en entreprise? Est-ce que vous allez rencontrer vos clients sur place ou tout se fait à distance pour un nouveau client? Il y en a qui veulent se risquer? Non? Parfait. Donc, en Nous, fait, ça moi, c'est dépend. Ouais, je parlais beaucoup, je me suis dit peut-être que quelqu'un d'autre ben va non, parler. pas de problème. Nous, ça dépend, là. Tu sais, c'est sûr qu'on veut les rencontrer pas juste par téléphone, au moins Teams, tu sais, parler avec eux, mais si des fois on a des doutes au niveau de la santé, sécurité ou des choses comme ça, ou tu sais, juste aller les visiter, ben, tu sais, c'est tout le temps le fun aussi pour pouvoir mieux en parler aux candidats après. On a de l'air de plus connaître l'environnement. Effectivement. Ça a vraiment ses avantages. Donc, idéalement, quand on peut aller rencontrer, quand c'est un nouveau client, pour toutes les raisons que tu as données, Camille, c'est super important, premièrement, pour voir, nous, l'environnement. Donc, évidemment, tu sais, pour vendre un poste à un candidat, pour lui parler un petit peu de l'environnement, de la vibe, du ressenti qu'on est là-bas, ben, tu sais, c'est d'y aller puis de le constater par nous-mêmes. Évidemment, ça va vraiment beaucoup aider au niveau de trouver vraiment la bonne personne qui va bien fitter dans l'équipe. Effectivement, tu sais, si on fait du placement temporaire, bien, tout le côté santé-sécurité est hyper important. Vous allez avoir un module là-dessus, mais on doit s'assurer que c'est un environnement sécuritaire, que nos employés, quand ils vont intégrer leur mandat chez notre client, bien, qu'ils vont être bien intégrés, qu'ils vont avoir les bonnes formations au niveau de la santé-sécurité. Donc, ça aussi, nous, on veut aller voir, on veut questionner, on veut voir de nous-mêmes les lieux de travail, donc voir si ça semble sécuritaire. Donc, évidemment, dans le meilleur des mondes, moi, je conseille, surtout pour les nouveaux clients, évidemment, quand c'est un client avec qui on collabore régulièrement, ben, ce n'est pas nécessaire à chaque fois là, d'aller le rencontrer, mais du moins, les nouveaux clients, là, d'aller sur place, il y a plusieurs avantages pour nous. Donc, on va évidemment dans le fond, prendre le besoin. Moi, je conseille d'avoir une grille de prise de demande parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on va aller chercher. On doit recueillir plein d'informations. Donc, évidemment, d'avoir un formulaire, un Canva qu'on va pouvoir utiliser pour être sûr de ne rien manquer, de rien oublier, pas faire non plus du back and forth avec notre client. Donc, s'assurer là, d'avoir un document de prise de commande bien complet. Et encore une fois, c'est important de le conseiller au niveau de la prise de besoin là, pour s'assurer qu'on cible la bonne personne. Donc, on va aller analyser évidemment le poste. Donc, quand on va analyser le poste, on va analyser les tâches. Donc, qu'est-ce que la personne va faire, ça va être quoi ses tâches, ses fonctions, ses responsabilités. Et on va également aller s'informer sur les habiletés, les aptitudes, les compétences de la personne, l'expérience requise, la formation. Donc, vraiment, puis ça va toujours être important de voir quel critère est essentiel versus un atout. Ça peut faire une différence aussi au niveau de notre recherche. Donc, voir également l'importance de chacun des critères et qu'est-ce qui est vraiment, vraiment essentiel, non négociable. Ça va être important de le savoir là, pour bien cibler au niveau de notre présélection. Ensuite, évidemment, on doit aller chercher l'information sur la nature du poste. Donc, est-ce que c'est un poste permanent, un poste temporaire, temps plein, temps partiel? Est-ce que c'est un nouveau poste, une création de poste? Est-ce que c'est un remplacement? Si c'est un remplacement, bien, est-ce que c'est intéressant d'aller voir pourquoi la personne a quitté ce poste-là? Donc, dans quelles circonstances? Ça peut nous aider, nous guider là, au niveau de notre processus. Donc, aller chercher cette information-là. Toutes les connaissances techniques au niveau de la technologie, il faut faire attention, évidemment. Jamais se fier à des termes plus génériques. Donc, je veux un expert sur Excel, OK, mais un expert pour moi n'est peut-être pas le même expert pour toi. Donc, d'aller chercher concrètement, c'est quoi les tâches sur Excel que la personne doit faire? Est-ce qu'elle doit faire des tableaux croisés dynamiques? Est-ce qu'elle doit. Donc, aller chercher des exemples concrets là, pour s'assurer d'avoir une bonne idée là, du niveau de compétences exigées là, pour le poste. À cette étape-ci, évidemment, moi, j'aime bien aussi prendre du temps avec mon client pour définir les façons qu'on va communiquer ensemble tout au long du processus. Puis ça aussi, souvent, ça crée plusieurs frustrations, possiblement que vous l'avez déjà vécu, d'avoir un super candidat qui est parfait pour le poste, qui correspond en tout au niveau des exigences et on le soumet à notre client, puis là, on n'a pas de retour. Donc, là, on attend, on le relance, pas de retour, pas de retour. Et finalement, on a toujours des risques de perdre notre candidat. Donc, moi, j'aime bien d'établir nos façons de communiquer dès le début. Donc, c'est vraiment de
sensibiliser mon client sur le fait que je dois avoir une rétroaction rapide et de voir c'est quoi la façon la plus facile de communiquer avec lui. Est-ce que c'est par téléphone, par texto, par courriel? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée que c'est plus facile de le rejoindre? Est-ce qu'on se donne un touch point une fois par semaine pour faire nos suivis, 2 fois par semaine, dépendamment du poste, de l'urgence et tout? Donc, de vraiment bien définir la façon qu'on va communiquer avec lui. Définir aussi, est-ce que lui, il y a des vacances de planifier dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il va y avoir des moments qu'il ne sera pas disponible pour faire des suivis? Si c'est le cas, à qui qu'on se réfère? Est-ce qu'on a toujours un deuxième contact aussi à qui on peut se référer, advenant le cas qu'on ne réussit pas à rejoindre notre client? Donc, toutes ces informations-là, si c'est fait dès la prise de besoin, que les attentes sont clairement définies, puis qu'on le sensibilise sur l'importance de la communication, puis ça sera la clé de la réussite aussi là, de notre processus. Ça va nous aider. Je ne vous garantis pas que ça va être parfait, mais du moins, ça sera bien communiqué, puis ça peut, des petits trucs des fois là, qui vont nous aider, nous faciliter pour la suite du processus. Donc, vient le temps ensuite, évidemment, un coup qu'on a fait une bonne prise de besoin, qu'on a une bonne idée du profil recherché, vient le moment où est-ce qu'on doit faire l'affichage. Donc, évidemment, l'affichage, ben, c'est de s'adresser, de se poser la question dans un premier temps à qui on s'adresse, c'est qui le candidat ou la candidate qu'on souhaite recruter, c'est quoi son profil, c'est quoi ses habitudes lorsqu'elle est en recherche d'emploi, sur quel type de site qu'elle va aller chercher, qu'elle va se retrouver. Donc, de se poser la question, évidemment, qu'est-ce qui va l'intéresser, qu'est-ce qui va susciter son attention. Donc, très important. Donc, notre affichage, c'est vraiment l'aspect marketing qui ressort. On a une vente à faire. Il faut que ça soit attrayant pour lui donner envie d'appliquer puis pour piquer sa curiosité pour aller chercher plus d'informations. Donc, une étape aussi importante là, pour cibler la bonne personne. Donc, comme j'ai dit, évidemment, on se pose des questions sur le profil recherché et dans la façon aussi, dans le message, qu'est-ce qu'on va lui transmettre, qu'est-ce qu'on veut qui ressort de notre affichage pour attirer l'attention, les éléments et les champs, alléchants, les avantages, tout ça. Donc, évidemment, ça, c'est toutes des informations que lors de la prise de besoin, bien, on a validé avec notre client. Donc, c'est important de savoir pourquoi, de poser la question, pourquoi qu'un candidat irait travailler chez vous. C'est quoi les avantages par rapport à tes compétiteurs? Tu sais, souvent, nos clients, ils connaissent bien leurs compétiteurs. Là. Ils savent c'est qui, contre qui se bat là, au niveau du bassin de candidature. Mais c'est qu'est-ce qui fait que chez vous, ça peut être intéressant, ça va être plus intéressant pour un candidat d'aller chez vous. C'est quoi qui se distingue? Donc, au niveau, puis là, on le sait, qu'est-ce qui est important pour nos candidats, la flexibilité, l'environnement de travail, le bien-être au travail, la conciliation. Donc, tout ça, c'est des éléments hyper importants à aller chercher. Donc, on doit vraiment avoir tous les éléments positifs du poste et de l'entreprise pour pouvoir mettre ça en évidence au niveau de l'affichage et tout au long du processus également, lorsqu'on va s'entretenir avec les candidats. Des longues descriptions de poste avec une multitude d'exigences et de points de forme, des listes de tâches qui n'en finissent plus, on oublie ça. Souvent, de toute façon, on va perdre notre candidat après quelques lignes. Et l'attention ne sera plus là, il ne se rendra pas jusqu'à la fin. Donc, évidemment, le début est important, donc on doit mettre les éléments qui vont vraiment attirer l'attention dès le départ pour être en mesure de susciter l'intérêt de la personne. On évite de mettre trop de détails ou des éléments qui sont évidents, là, qui sont évidents que peu importe le poste qu'on veut retrouver une personne responsable, des choses qui sont évidentes, qu'évidemment, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se poser la question de le mettre dans l'affichage? Si c'est une évidence, bien, on oublie puis on se limite là, au niveau de ce qu'on va écrire. Évidemment, on évite de prendre la description de poste de notre client. Donc, on ne fait pas de copier-coller. Oui, des fois, ils vont nous faire parvenir une description de poste pour qu'on ait une idée encore plus au niveau des tâches et tout. Mais on va évidemment reprendre de notre côté, on va recommencer à zéro, puis faire notre propre affichage là, pour s'assurer d'être le plus attrayant possible. On va aussi, évidemment, ajuster notre offre d'emploi en fonction du média où on va l'afficher. Donc, on sait qu'il y a des médias qu'on est plus limité au niveau de la forme, du contenu. Il y a des médias qu'on va pouvoir mettre des photos, que ce soit très visuel, très marketing. Il y a d'autres médias, évidemment, que c'est plus standard au niveau de l'affichage. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on va aller afficher notre poste,
on va adapter notre offre d'emploi. Donc, au niveau de l'affichage, une liste de points qui peut intéresser notre candidat. Donc, encore une fois, on doit se questionner la personne qu'on recherche, qu'est-ce qui va attirer son attention. Donc, dépendamment du milieu de l'industrie, du profil recherché, ce n'est pas toujours les mêmes éléments qui vont susciter l'attention des candidats. Donc, on doit se poser la question. Donc, au niveau des points qui peuvent être intéressants à mettre de l'avant, bon, la réputation de l'entreprise. Évidemment, on doit quand même faire attention. On ne veut pas, à cette étape-ci, que les candidats puissent reconnaître notre client. Donc, on va être prudent quand même, mais il y a moyen quand même de donner l'information au niveau du client là, sans savoir exactement de qui il s'agit. C'est quoi les défis qu'on peut retrouver dans ce poste-là? La localisation, ça peut être intéressant. Évidemment, le salaire reste quand même un élément important, bien qu'il y ait autre choses qui sont importants pour nos candidats. Le salaire reste quand même un élément important qui vaut la peine d'être inscrit au niveau de l'affichage. On le voit dans les statistiques, une offre d'emploi qui a un salaire d'affiché va générer plus de clics qu'une offre d'emploi sans salaire. Donc, toujours plus intéressant. Ça va nous permettre aussi de faire un certain fil. Donc, si le candidat d'emblée n'est pas intéressé au niveau du salaire, ça ne correspond pas à ses attentes, bien, il n'appliquera pas. Puis de toute façon, même s'il applique, ultimement, ça ne fonctionnera pas. Fait que ça permet quand même d'apporter un certain filtre là, au niveau des applicants. Les compétences, les possibilités d'avancement, ça, c'est quand même un élément super important et recherché là, de la part de plusieurs candidats. Donc, de se projeter, de les projeter dans le futur. Donc, ce sera quoi? Oui, actuellement, le poste, c'est ça, mais qu'est-ce qui va, y a-t-il des possibilités d'avancement au niveau de son développement professionnel aussi? C'est des éléments qui vont faire la différence, qui sont souvent recherchés. Donc, s'il y a des programmes de développement professionnel, de mentorat, de coaching, etc., ben, c'est quelque chose qui est important là, de mettre de l'avant. Évidemment, bon, tout ce qui est conditions de travail et avantages sociaux. Quand on va choisir également le média sur lequel on va afficher notre offre d'emploi, bien, il y a quand même différents facteurs à prendre en considération. Donc, le coût, c'est quoi le budget qu'on a parce que dépendamment des sites, il y a différents coûts qui sont associés. Le temps, l'urgence du poste aussi. Donc, si c'est un poste pour hier versus on a du temps, ça peut avoir un impact sur la décision là, au niveau du média sélectionné. L'offre et la demande, la nature du poste et les caractéristiques qu'on recherche là, au niveau des candidats potentiels. Donc, la question qu'on doit se poser, évidemment, bien, la personne que je recherche, c'est quoi ses habitudes de recherche d'emploi? Sur quel site qu'elle va se diriger? Est-ce qu'elle fait partie d'un ordre professionnel? Est-ce qu'elle est sur les médias sociaux? Sur quel type de médias qu'elle va se retrouver? Donc, dépendamment de quel type de poste qu'on recherche, on doit se questionner et orienter là, au niveau de notre stratégie d'affichage, que ce soit conséquent avec le poste pour lequel on recrute. Donc, il y a une multitude de sources de recrutement. Donc, on va les regarder rapidement là, chacun. Je pense qu'il n'y a pas de surprise ici, mais on va quand même passer au travers là, les différentes sources de recrutement. Évidemment, un qui reste super traditionnel, un des plus populaires, le premier, souvent le réflexe du candidat qui recherche un emploi, va se diriger sur le web, sur les sites traditionnels, les Indeed de ce monde, pour aller effectuer leur recherche d'emploi. Donc, il y a plusieurs sites là, qui sont disponibles, que les gens peuvent aller s'y référer. Il faut faire attention, par contre, avec ces sites-là, souvent, notre client, s'il est moindrement affiché, on peut recevoir les mêmes candidats que notre client pour le poste. Fait que ça aussi, à la prise de besoin, c'est important de savoir c'est quoi les efforts de recrutement qui ont été faits avec le client. Donc, est-ce que ça fait 2 mois qu'il cherche puis qu'il n'est pas en mesure de trouver la bonne personne? Est-ce que c'est un poste qui n'a pas travaillé du tout puis qui nous confie le mandat dès le départ? Donc, ça va avoir un impact parce que sinon, on risque on affiche sur les sites traditionnels, puis le client a déjà affiché ou est encore affiché, bien, on risque de susciter les mêmes candidatures. Donc, on essaie d'avoir cette information-là toujours pertinente là, dès le départ.
Il y a certains sites également où est-ce qu'on a accès à des banques de candidatures. Donc, ça peut être intéressant pour attirer des candidats un peu plus passifs, qui ne sont pas nécessairement activement à la recherche d'un emploi, mais qui restent quand même, ont une certaine ouverture. Donc, ça peut être intéressant. Ça nous donne accès à un autre bassin de candidats. Donc, on peut se référer vers ces gens-là. Évidemment, quand on approche ce type de candidat, ce type de candidat-là, c'est important d'y aller de façon personnalisée. Donc, de vraiment personnaliser notre approche, notre message pour augmenter là, les chances de réponse, puis lui piquer encore une fois la curiosité là, du candidat là, pour lui donner envie de nous parler puis d'avoir un petit peu plus d'informations là, sur l'opportunité qu'on pourrait avoir pour lui. Les réseaux sociaux, donc je pense que, bon, depuis plusieurs années, c'est un incontournable également. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est une belle vitrine pour la marque employeur. Donc, pour mettre de l'avant la marque employeur, puis démontrer, susciter de l'engagement. Donc, ça, je pense que c'est important d'avoir une certaine stratégie à ce niveau-là. Il y a différents sites où est-ce qu'il y a des groupes de recherche de chercheurs d'emploi ou des groupes d'associations où on peut communiquer là, avec ces gens-là puis essayer de les rejoindre là, pour promouvoir notre entreprise ou les postes pour lesquels on recrute. Donc, ça peut être intéressant d'aller sur ces types de médias-là. Évidemment, maintenant, tout le monde est sur pratiquement, là, tout le monde est sur les médias sociaux. Donc, la portée, elle est quand même assez grande là, au niveau de notre audience. LinkedIn, évidemment, LinkedIn, c'est un incontournable, là, dépendamment des postes pour lesquels on recrute, mais c'est un de nos outils, de notre source principale de recrutement, surtout pour les postes plus professionnels, c'est une mine d'or d'informations. Évidemment, ce n'est pas tous les postes qui sont pertinents ou qu'on va aller recruter via LinkedIn, mais c'est un super bon outil où est-ce qu'il y a beaucoup de candidats potentiels et qu'on peut faire des recherches bien ciblées pour rejoindre les bons candidats. Donc, ça peut devenir intéressant aussi pour rejoindre des candidats plus passifs. Demeure vraiment un outil, une source très, très pertinente. Encore une fois, au niveau des messages, des approches, d'y aller de façon personnalisée, puis d'entretenir notre réseau, de développer ce réseau-là, d'essayer de se positionner également comme un expert, ça peut nous aider par la suite là, au niveau de nos approches. Donc, ici, on a différents sites. Je ne sais pas si vous utilisez d'autres, si c'est dans vos habitudes d'utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de votre emploi, s'il y a d'autres sites. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent TikTok au niveau de le recrutement. On a vu ça dans la dernière année, qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont mis sur TikTok là, pour recruter. Il y en a qui l'utilisent. Non. Non, pas nous de notre côté non plus. Parfait. C'est sûr que les médias sociaux, c'est quand même demandant. Si on veut être présent puis qu'on veut que ça fonctionne, que ça génère une auditoire intéressante, il faut quand même s'en occuper. Donc, c'est ça qui est un peu plus, des fois, difficile là, pour nous, c'est de s'assurer de nourrir, d'avoir du contenu, d'être récurrent, d'être répétitif, pas répétitif, mais d'avoir une notion récurrente là, pour poster puis tout ça. Fait que peut être un peu plus exigeant là, dans le day-to-day pour une entreprise. Sinon, quelque chose qui fonctionne super bien chez nous, un programme de référencement. Donc, que ce soit auprès, oui, de nos employés qui travaillent pour nous. Je pense que c'est des bons ambassadeurs pour nous aider à trouver des bons candidats. On dit souvent ce qui se ressemble, ça semble. Donc, souvent nos candidats, nos employés vont avoir un bassin là, de candidats potentiels dans leur réseau. Donc, c'est important, si vous avez un programme de référencement, de le mettre de l'avant, d'en parler. Je pense qu'on n'en parle jamais assez souvent pour promouvoir ces programmes-là, mais chez nous, c'est quelque chose qui est vraiment qui fonctionne super bien. Puis le taux de succès, quand on reçoit une référence, le taux de recrutement est vraiment élevé. Là. Fait que souvent, les gens référés, ça va se conclure avec une embauche, puis ça fonctionne super bien. Souvent, ils connaissent déjà aussi un peu l'employeur, l'emploi. Ils ont déjà discuté
poste avec la personne qu'ils connaissent. Donc, c'est beaucoup plus, c'est très positif. Puis le processus est souvent très concluant. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Il y a possibilité également d'avoir des programmes de référencement avec nos candidats avec qui on a travaillé dans le passé. Donc, un candidat qu'on a placé chez un client, bien, de lui dire que s'il connaît des gens qui est à la recherche d'un emploi qui peut les diriger vers nous, puis d'avoir une offre que ce soit une rétribution là, qu'on peut lui donner par la suite, mais ça aussi, ça peut être intéressant. Surtout qu'un candidat qu'on a placé chez un client, bien, souvent, il a une belle expérience avec nous. On lui a trouvé un emploi. C'est positif. Dans l'expérience candidat, se conclut de façon très positive. Donc, d'en profiter là, puis de lui parler de notre programme de référencement, mais ça peut être intéressant également. Les salons d'emploi, je ne sais pas si c'est des événements auxquels vous participez, peut être une source également de recrutement. C'est une belle visibilité. Il y a plusieurs types de salons d'emploi. Il y en a que c'est vraiment plus général, les grands salons au Palais des Congrès qu'on retrouve, comme on en a des plus spécifiques. Donc, exemple, nous, souvent, chaque année, on va au salon avec le SG de l'UQAM, les finissants en administration, on a des postes en finance. Bien, c'est sûr que c'est des salons super pertinents parce que c'est des gens qui finissent, qui graduent dans le domaine. Donc, c'est très ciblé au niveau des candidats qu'on va rencontrer lors de ces journées-là. C'est sûr que les grands salons qui sont plus génériques, oui, on va rencontrer énormément de candidats. Par contre, c'est peut-être un peu moins filtré au niveau des profils, donc au niveau du nombre de candidatures pertinentes. Des fois, ce n'est pas le ratio volume versus qualité n'est pas nécessairement intéressant, mais au niveau de la visibilité, ça peut être quand même des beaux événements là, pour l'image, la marque employeur, puis de se faire connaître là, auprès des candidats. Évidemment, c'est des candidats qui se présentent dans ces événements-là, bien, sont en recherche d'emploi ou du moins très ouverts à se trouver un nouvel emploi. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Là, on se retrouve avec un public qui est directement en recherche d'emploi. Autre source, les associations professionnelles. Ça peut être évidemment une belle source plus ciblée où est-ce qu'on va aller chercher un profil très précis. Exemple, le site de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Donc, quand nous, on a des postes en ressources humaines, bien, c'est vraiment une belle source de référencement. C'est sûr, c'est souvent, par contre, plus dispendieux au niveau de l'affichage, au niveau des forfaits. Donc, il faut voir au niveau du budget, mais au niveau de la pertinence des CV, évidemment, c'est très. On va recevoir des candidats souvent qui sont directement ciblés là, avec le poste qu'on a à combler. Une autre source, peut-être qui est un petit peu moins courante, les agences de réaffectation. Donc, lorsqu'il y a des grosses mises à pied dans les entreprises, ils peuvent faire affaire avec certaines agences là, qui vont accompagner les employés qui ont quitté leur emploi pour se retrouver un emploi, de se repositionner là, au niveau du marché du travail. Donc, ça peut être une autre source. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que parfois, ces gens-là, ces candidats-là, ne sont pas nécessairement dans un contexte qui sont ouverts. Le deuil n'est pas nécessairement fait. Souvent, ça va venir brasser des émotions, donc ils ne sont pas nécessairement prêts et ouverts à aller au niveau d'une recherche d'emploi active, mais ça peut être des fois un bassin à considérer, là, dépendamment de l'entreprise puis du milieu que ça concerne. Donc, une fois qu'on a fait notre prise de besoin, on a défini notre poste, on l'a affiché, on va recevoir des candidatures. Donc, va venir le temps dans notre processus au niveau de la présélection. Donc, évidemment, si on fait un lien avec l'expérience candidat à cette étape-ci, bien, ça doit être facile pour un candidat d'appliquer. Je le disais tantôt, mais d'avoir un formulaire avec 20 questions à répondre, on oublie ça, c'est sûr qu'on risque de perdre la personne en cours de route. Donc, on veut une démarche rapide pour déposer leur candidature. Et finalement, on essaie le plus possible de faire une rétroaction aux candidats qui vont appliquer pour leur expliquer un petit peu la suite du processus au niveau de qui sera contacté, tout ça, les délais et tout. Donc, il y a moyen des fois là, de mettre des réponses automatiques, mais au moins qui va donner l'information sur la suite de comment va se dérouler le processus auprès des candidats.
Donc, à partir de là, bien évidemment, on va faire notre présélection. Donc, le but, on part avec quand même un bassin important de candidats qui ont appliqué, qui ont démontré l'intérêt, et on veut venir réduire ce bassin-là pour avoir un nombre de candidats adéquats avec qui on va débuter notre processus de recrutement et les entrevues téléphoniques et physiques. Donc, on va vraiment venir faire la présélection en fonction de notre prise de besoin. Donc, on va regarder c'est quoi les critères essentiels, où est-ce qu'à cette étape-ci, on peut définir sur le CV de la personne et faire nos prises de contact là, pour aller valider les premières informations. Idéalement, on peut vraiment utiliser une grille d'évaluation pour rester le plus possible objectif au niveau de notre processus, de ne pas se laisser influencer. Donc, en fonction des exigences que nous a donné notre client au niveau des critères essentiels, des critères très importants, des atouts et tout, on va bâtir une grille d'évaluation pour pouvoir évaluer nos candidats par la suite et pouvoir les prioriser là, au niveau du processus de recrutement. Donc, évidemment, éléments considérés à cette étape-ci, bon, sur le CV, l'expérience, la formation académique, les expériences de travail pertinentes ou une expérience qui pourrait être transférable, qui pourrait être quand même reliée, là, qui pourrait être intéressante pour le poste. Il faut faire attention, des fois, les CV ne sont pas toujours à jour, donc il ne faut pas 100% se fier sur le CV. Des fois, ça vaut la peine quand même si on est des fois, surtout au niveau des études et tout, ce n'est pas clair si la personne a terminé ou non sa formation. Donc, ça peut être pertinent quand même là, de prendre contact avec le candidat là, pour aller valider certaines informations. Donc, on va passer à l'entrevue téléphonique. Donc, évidemment, différents objectifs au niveau de ce premier contact-là. On veut valider, bon, au niveau de l'intérêt de la personne, au niveau, on va valider les informations sur son CV. Donc, s'il y a des éléments pas clairs ou manquants, on va les valider lors de l'entrevue téléphonique. Valider les prérequis essentiels là, pour le poste. Et si tout est concluant à ce moment-là, on va convoquer la personne en entrevue. Au niveau de l'entrevue, donc évidemment, de nos jours, je présume qu'il y a encore, peut-être que vous faites plus d'entrevues virtuelles qu'en présentiel. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font encore des entrevues en présentiel de nos jours ou c'est plus virtuel. Ça peut arriver. Oui? Parfait. OK, excellent. Donc, au niveau de l'expérience candidat aussi, au niveau de l'entrevue, il y a plusieurs éléments là, qui vont faire la différence au niveau de l'expérience candidat. Donc, si c'est une entrevue en présentiel, le contact, l'accueil du candidat va avoir, c'est souvent le premier contact physique qu'il va avoir avec l'entreprise, donc super important. La ponctualité, que ce soit en présentiel ou en virtuel, reste quand même un élément important là, qui va faire la différence. Donc, tu sais, l'objectif de l'entrevue, on veut aussi que ça soit dans un cadre professionnel. Donc, même si on est en virtuel, mais s'assurer qu'on est dans un environnement calme, où est-ce qu'on ne sera pas dérangé, qu'il n'y aura pas de l'action derrière nous, qu'on ait bon, tu sais, des bons outils, une caméra, un casque d'écoute, que la communication soit fluide, soit facile. Donc, c'est des choses qui vont faire une différence là, pour avoir une bonne entrevue et un bon contact avec notre candidat. Donc, évidemment, notre souhait, on veut mettre à l'aise le candidat, on veut voir son naturel. On le sait qu'il y a des candidats qui sont stressés à cette étape-ci, qui ne sont pas habitués nécessairement là, de passer au travers, de faire des entrevues. Donc, on veut les rassurer. On veut, dès le départ, moi, j'aime bien leur expliquer un petit peu le déroulement de la rencontre, l'objectif, que moi, mon but, c'est vraiment d'apprendre à connaître le candidat, de regarder son parcours professionnel, de regarder ses aspirations. Donc, le but, c'est le plus d'informations que je vais avoir à son égard, le mieux je vais être facile va être pour moi de le diriger vers le bon emploi, vers le bon employeur. Donc, on veut vraiment rassurer le candidat là, dès le départ, le mettre à l'aise pour que ce soit plus naturel comme rencontre, puis qu'on aille chercher la vraie personnalité de la personne. C'est important aussi, au niveau du déroulement de l'entrevue, premièrement, elle a une durée déterminée. Donc, on le sait, il y a des candidats qui parlent
énormément. On pose une question, puis ils sont partis pendant plusieurs minutes. Moi, j'aime aussi parfois leur dire dès le départ que ça se peut parfois que je les coupe, que je m'excuse à l'avance, mais qu'on a un temps déterminé pour l'entrevue, puis que je vais être certaine de parcourir tous les points là, qu'on a à discuter. Donc, des fois, en le disant à l'avance, c'est plus facile après de l'interrompre puis de l'arrêter si jamais si ça déborde puis que ça finit plus là, en termes de réponse. C'est important aussi qu'on conserve toujours, on garde le contrôle de l'entrevue. Donc, encore une fois, avec un candidat qui parle beaucoup, qui pose beaucoup de questions, on doit garder le contrôle puis le ramener parfois un petit peu à l'ordre de façon très professionnelle, mais pour s'assurer là, d'être en mesure de rentrer dans notre temps, mais d'aborder tous les points qu'on a abordés là, pour la rencontre. Donc, au niveau de l'entrevue, bon, une introduction, présentation là, du déroulement de l'entrevue. Il y a différents types d'entrevues, des questions peut-être plus de type non structuré, ça va être plus un échange, des questions ouvertes où est-ce qu'on va parler, ça va être vraiment plus un échange avec le candidat. Puis on a des questions plus type structuré, donc les entrevues, exemple, comportementales ou des mises en situation. Donc, on va le voir les deux là, dans les prochaines diapositives, les deux types de questions et les avantages. Évidemment, lors de l'entrevue, on a aussi notre chapeau de vendeur à mettre. Donc, pour un bon candidat qu'on juge qui correspond au profil là, de candidat recherché par notre client, bien, on doit lui vendre le poste, donc lui vendre les avantages, lui parler de notre client, de vraiment susciter là, son intérêt pour qu'il puisse avoir qu'il ait envie de poursuivre, d'aller rencontrer notre client. C'est important de répondre à ses questions, de toujours lui laisser poser des questions, puis qu'on puisse y répondre pour que ce soit le plus clair possible pour lui. Donc, au niveau des types d'entrevues, deux types d'entrevues, l'entrevue non structurée, une des premières. Donc, peu importe, premièrement, que l'entrevue soit structurée ou non structurée, c'est important d'être préparé, puis d'être en mesure, dans notre entrevue, de pouvoir couvrir les points qu'on a discutés lors de la prise de besoin. Donc, on doit aller valider, aller chercher l'information. Est-ce que mon candidat il répond aux exigences du poste, autant en termes, oui, d'expérience, mais de compétences, d'aptitudes, de personnalité. Donc, on se doit d'aller évaluer l'ensemble des points importants pour notre client dans le cadre de l'entrevue. Donc, toujours se dire que par la suite, mon client, il va me poser des questions sur le candidat, il va me poser des questions sur ses expériences d'emploi, il va me poser des questions sur les raisons de départ, le fait que ses mouvements de poste, donc pourquoi il a quitté, pourquoi il a fait plusieurs postes dans les dernières années. Donc, mon client va vouloir comprendre vraiment le parcours du candidat, puis on se doit d'avoir les réponses. Donc, on doit aller chercher vraiment le plus d'informations possible pour être en mesure de bien résumer le tout à notre client puis répondre à ces différentes interrogations là, par la suite. Donc, l'entrevue non structurée, donc vraiment en mode discussion, parle-moi de toi, parle-moi de ton parcours, donc des questions beaucoup plus ouvertes où est-ce qu'on va amener le candidat à parler de son expérience, de ses attentes. Évidemment, ce n'est pas toujours évident avec ce type d'entrevue-là d'aller d'aller valider les exigences, toutes les exigences qu'on a à valider dans le cadre du poste. Donc, il faut quand même être agile pour s'assurer d'aller recueillir toutes les informations. Donc, parfois, ce n'est pas nécessairement évident avec ce type d'entrevue-là. Par contre, l'entrevue structurée, là, c'est le contraire. Donc, on va vraiment être en mesure de préparer à l'avance des questions, exemple de type comportemental, où est-ce qu'on va vraiment venir valider un comportement en lien avec une compétence ou une exigence du poste. Donc, là, on va vraiment venir valider ça. Donc, ça va nous permettre, au niveau de notre grille d'évaluation, de pouvoir positionner notre candidat sur la grille, à savoir s'il répond ou pas aux exigences essentielles de notre poste. Donc, souvent, c'est des questions qui vont être déjà planifiées, des mises en situation qui vont nous permettre vraiment d'aller voir le candidat dans une situation précise, quel comportement il va adopter ou quel comportement il a déjà adopté dans le passé, là, dans le même genre de situation. Idéalement, moi, je vous recommande, je ne sais pas si c'est le cas, mais d'avoir également des canevas d'entrevue personnalisés en fonction du poste, du type de poste que vous recrutez. Donc, si je rencontre une adjointe de direction versus un électromécanicien, ce ne sera pas le même type de questions que je vais lui poser, surtout au niveau des mises en situation, au niveau des
Les questions comportementales également, ce n'est pas les mêmes compétences que je vais aller valider. Donc, c'est important de personnaliser à l'avance notre canevas d'entrevue pour aller chercher les bonnes informations en fonction des exigences des points abordés à la prise de besoin là, avec notre client. Donc, au niveau de l'entrevue structurée, on a les questions comportementales. Donc, parle-moi d'une situation. Donc là, on veut vraiment aller valider une compétence, mais dans une situation précise qui est déjà arrivée au candidat. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la situation, comment il a réagi, quelles actions qu'il a posées, comment ça s'est réalisé, comment ça s'est conclu. Donc, on veut vraiment bien comprendre l'ensemble du processus là, en lien avec le comportement, la situation pour laquelle notre candidat va nous parler. Donc, souvent aussi, ça repose sur que le meilleur indicateur qui permet de prédire le comportement, c'est de se baser sur une situation qu'il a déjà vécue, de voir comment il a réagi dans cette situation-là, ou du moins, après coup, comment il aurait pu réagir, de le questionner là-dessus, mais ça nous permet d'aller valider quand même plusieurs informations. On a aussi des mises en situation, donc c'est des bonnes questions également pour aller valider certaines compétences ou exigences, donc de le mettre dans une situation précise en lien avec le poste et d'aller voir un peu la façon que la personne va évaluer cette situation-là et comment il va se comporter. Ça peut être pertinent également. Donc, je pense qu'au niveau de l'entrevue, ça peut être vraiment mixte. Là. Fait qu'on peut avoir des questions plus ouvertes, moins structurées, avec quelques questions structurées pour vraiment les valider, des compétences bien précises qui sont importantes dans le cadre du poste. Donc, ça peut être un mix de plusieurs types de questions qui fait qu'en bout de ligne, on va pouvoir aller vraiment évaluer l'ensemble des points, discuter avec notre client, qu'on va pouvoir aussi après aller vendre le candidat, donc lui parler de sa candidature, nommer le pourquoi que nous, on juge qui correspond au poste puis qui est un bon candidat pour combler le poste. Donc, c'est tous des éléments qu'on va aller chercher à l'entrevue pour pouvoir par la suite soumettre notre candidat auprès du client. Est-ce que, là, on est quasiment à 1 heure, est-ce qu'on voulait prendre une petite pause ou on poursuit puis on finit plus tôt? Est-ce que il y a quelqu'un qui a une préférence? On peut poursuivre. Parfait, on en a peut-être pour une trentaine de minutes encore. Parfait, donc un coup, y a-t-il quelqu'un qui voulait parler? C'est bon? Parfait. Donc, suite à nos entrevues physiques, évidemment, vient toute l'étape de la présélection, donc les tests, les références, les vérifications pré-emploi qu'on va aller effectuer. Donc, premièrement, les références. Je ne sais pas si vous en prenez encore, si ça fait encore partie de votre processus. Je pense qu'évidemment, il y a beaucoup d'employeurs maintenant qui sont un petit peu frileux à donner des références, mais il reste qu'on réussit quand même de notre côté, ça fait partie évidemment de notre processus, puis on réussit quand même à aller chercher des informations super pertinentes à cette étape-ci. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et important d'aller valider les références. Idéalement aussi, cette étape-ci, on veut prendre les références avant de soumettre le profil à notre client parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises et des fois, ça va remettre en question notre décision de soumettre ou non notre candidat au client. Donc, ça peut être plate de soumettre de soumettre un profil à notre client, de lui vraiment lui parler du profil, puis arriver par la suite, dire ouais, finalement, j'ai pris les références, puis c'est pas concluant, je te le recommande pas. Ça peut amener des déceptions là, auprès de notre client. Donc, le plus possible, on essaie de faire cette étape-ci là, avant de proposer le profil au client. Donc, idéalement, on va aller prendre les références, oui, les emplois les plus récents. Donc, c'est sûr que si je recule une expérience d'emploi d'il y a 15 ans, ça se peut que la personne elle a évolué là, dans les dernières années. Donc, on veut idéalement les plus récentes, mais aussi les plus pertinentes. Donc, je veux idéalement aller chercher des références auprès d'employeurs pour des postes similaires auxquels le candidat est en processus. Donc, on va aller sélectionner les meilleures, les références les plus pertinentes.
Ça va être important, évidemment, dans le cadre de notre processus, de faire signer un formulaire d'autorisation à notre candidat pour pouvoir le transmettre aux employeurs là, avant qu'ils puissent donner des références. Vous allez voir avec la formation de Réon, mais ça fait partie légalement, on doit obtenir l'autorisation écrite là, du candidat pour qu'un employeur nous transmette. Donc, on pourrait se faire demander ce formulaire-là avant que l'employeur nous donne des références. C'est important dans le cadre de ces vérifications-là d'aller valider certaines informations, dont les raisons de départ. Ça arrive malheureusement qu'on n'a pas nécessairement les mêmes raisons au niveau du départ de la personne. Donc, des fois, ça peut quand même nous donner de bonnes, des éléments peut-être à se remettre en question si jamais ce n'est pas les mêmes raisons qu'on a eues du candidat versus l'employeur. Ça nous permet, bon, évidemment, d'aller valider le comportement, les compétences, au niveau aussi de l'assiduité. Donc, tous ces éléments-là qu'on va pouvoir les valider au niveau des références. Donc, les dates d'emploi, les raisons de départ, les informations aussi pertinentes à avoir lors des références. Autre vérification qu'on peut faire, les dossiers, les antécédents criminels, de crédit aussi. Il faut être prudent. Ça aussi, vous allez le voir là, dans le cadre de la formation. Évidemment, on se doit d'aller faire ces vérifications-là. Par contre, ce qui ressort, il faut que ça soit directement en lien avec le poste pour que ça ait un impact sur notre décision d'embauche ou non. Et encore là, je suis consciente que souvent, ce n'est pas nous qui avons la décision finale sur l'embauche ou pas d'un candidat. Donc, souvent, le mot final, la décision finale revient à notre client. Par contre, c'est notre rôle de le sensibiliser au fait qu'il ne peut pas ne pas retenir un candidat sous prétexte qu'il y a un dossier criminel si ce n'est pas directement en lien avec son emploi. Donc, si on n'est pas capable de faire des liens, ce n'est pas une raison valable. Il pourrait se voir avoir des problèmes au niveau ça vient à l'encontre de la Charte des droits et libertés et il pourrait avoir des plaintes. Puis, il faut savoir aussi, des fois, les clients, ils se pensent protégés parce qu'ils font affaire avec une agence qui ne sont pas susceptibles d'avoir ce type de plainte-là. Par contre, ce n'est pas vrai parce que la notion d'employeur n'a pas d'importance au niveau de la Commission des droits et libertés de la personne. Donc, un candidat peut déposer une plainte, peu importe l'entreprise, donc que ce soit l'employeur direct ou non, peu importe, il peut décider de déposer une plainte et notre client peut se voir un peu pris dans cette situation-là. Donc, on veut aussi éviter, on veut se protéger nous-mêmes en tant qu'agence, évidemment. Donc, on ne veut pas faire de discrimination, mais on veut également protéger notre client. Donc, de le sensibiliser énormément là, au niveau de la loi, puis au niveau de la charte, là, les enjeux qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. Même chose au niveau du dossier de crédit. Il faut qu'il y ait un lien direct avec le poste pour lequel la personne applique. Donc, souvent, les postes en finance, comptabilité peuvent avoir un lien. Par contre, si c'est aucunement lié, on n'est pas en droit d'aller faire ce genre de vérification-là s'il n'y a pas de raison qui le lie à l'emploi. Évidemment, tout ce qui est permis de travail, ça fait partie de notre rôle là, de s'assurer que la personne, elle est en droit de travailler, qu'elle a son permis de travail, d'aller demander une copie du permis de travail, s'assurer qu'au niveau de la date et tout, tout est beau. Donc, c'est le genre de vérification qu'on veut faire. Pour certains postes, d'aller chercher des diplômes. Donc, quand c'est des exigences vraiment essentielles, on peut aller chercher, faire des vérifications au niveau de la formation académique. Autre vérification possible, recherche sur les médias sociaux. C'est sûr que ça peut, il y a un débat relié à ça, mais des fois, ça peut nous donner certaines informations sur nos candidats quand c'est de nature publique. Autre test possible qu'on peut faire, qui est peut-être un petit peu moins courant, puis souvent, ça va être le genre de tests qui vont être faits plus chez notre client, des tests d'aptitude professionnelle pour aller valider d'autres informations, d'autres compétences sur le savoir-faire, sur des compétences précises pour voir la maîtrise de celle-ci auprès de notre candidat. Au niveau des tests, donc on peut avoir des tests de connaissances, des tests psychométriques. Il y a différentes écoles de pensée là, à savoir au niveau de ces tests-là si le résultat, est-ce qu'on peut s'y fier totalement ou pas. Par contre, c'est souvent à la demande de nos clients
on va faire passer ce test-là. Par curiosité, est-ce qu'il y en a qui c'est courant dans vos processus d'avoir ce type de tests psychométriques dans le cadre d'un processus pour un client? Est-ce que ça arrive souvent? Pas souvent, mais parfois, oui, que donc, je dirais à 30% du temps. OK, OK, quand même. Parfait. Fait que ça peut être aussi d'autres vérifications là, qui vont être faites dans le cadre du processus. Des tests de rendement, des tests médicaux, dépendamment aussi de la nature du poste. Encore une fois, il faut pouvoir expliquer le lien avec le poste, le pourquoi qu'on fait passer un test médical. Donc, des postes souvent de nature physique, où est-ce qu'il va y avoir certaines exigences. L'employeur est en droit que la personne elle sera en mesure d'occuper le poste et qu'il n'y aura pas de restrictions à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des études de cas, jeux de rôle, donc d'autres types de tests qui peuvent être effectués. Souvent, ça va être effectué plus chez le client, mais c'est d'autres options là, au niveau des vérifications pré-emploi. Par la suite vient le temps bon, évidemment, on va faire un topo de l'ensemble des candidats pour lesquels on a rencontré là, pour le poste et vient l'étape de la soumission auprès de notre client. Donc, évidemment, c'est une étape super importante où est-ce qu'on doit avoir toute l'information pertinente pour pouvoir transmettre les informations à notre client. Donc, on doit évidemment au préalable faire notre propre analyse de quel candidat répond le mieux aux exigences du poste. Et par la suite, bien là, on doit vraiment se mettre en position de vendeur, puis de parler nos candidats, puis de démontrer à notre client le pourquoi qu'on juge que c'est un candidat intéressant qui répond aux exigences et qu'on souhaite qu'il puisse planifier une rencontre avec les candidats. Donc là, c'est super important. Oui, tu sais, souvent, on va envoyer le profil par courriel, on va mettre peut-être quelques informations. Par contre, moi, j'aime bien parler directement à mon client pour de vive voix lui expliquer le pourquoi que je juge que c'est un candidat intéressant. Donc oui, des fois, le CV, c'est une chose, mais nous, on l'a rencontré, on a discuté avec le candidat au niveau de la personnalité, au niveau du fit. C'est des éléments qui sont plus faciles parfois de parler de vive voix. Donc, ça peut aider à orienter un petit peu la décision de notre client, là, à savoir s'il veut poursuivre le processus ou non avec nos candidats. Donc, encore une fois, on a à cette étape-ci notre chapeau notre rôle conseil. Bien, c'est important de s'affirmer dans cette étape-ci. Donc, si nous, on juge qu'il y a vraiment les compétences, on doit quand même insister un petit peu puis démontrer à notre client qu'en fonction de la prise de besoin de ce qu'il nous a dit au départ, bien, qu'on juge que la personne, elle convient puis qu'on veut qu'il la rencontre. Donc, on doit vraiment utiliser notre expertise là, pour lui démontrer qu'il fait affaire avec nous, c'est parce qu'on a une expertise puis qu'il doit nous faire confiance pour rencontrer les candidats. Donc, une fois cette étape-ci faite, on va planifier les entrevues avec notre client. L'idéal, on veut que notre client rencontre plus qu'un candidat on le sait que nos clients aiment être rassurés d'avoir un choix, même s'ils rencontrent un super candidat. Souvent, le fait de comparer, d'avoir d'autres candidats pour venir valider sa décision va avoir un impact sur la prise de décision de notre client. Donc, dans l'idéal des mondes, on veut pouvoir soumettre plusieurs candidatures. Exemple, trois profils qu'on souhaiterait qu'ils rencontrent. Parfois, on peut aussi utiliser différentes stratégies dans l'ordre si on a la chance de planifier les entrevues, l'ordre des candidats. Donc, exemple, je vais mettre j'ai 3 candidats A, B, C. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, OK. Donc, on va aussi des fois avoir une ordre stratégique. Donc, mon meilleur candidat, bien, je vais le mettre dans un ordre X pour pouvoir faire une bonne impression à mon client. On doit aussi, à cette étape-ci, bien préparer nos candidats. Donc, ça fait partie de notre rôle aussi de coacher nos candidats en vue de la rencontre avec notre client. Nous, on l'a rencontré, le candidat, on sait comment ça s'est déroulé, la première entrevue. On voit si un candidat est à l'aise ou non. Donc, si des fois, on a des candidats qui sont super compétents, qui ont vraiment de belles compétences, mais qu'en entrevue, ont de la misère à se vendre, bien, on est là pour les conseiller, puis de les coacher, puis de leur donner des trucs pour
qu'il puisse vraiment avoir une belle entrevue et faire bonne impression avec notre client. Donc, il ne faut pas se gêner. Le plus d'informations qu'on a aussi par rapport à l'entrevue client, c'est important qu'on le transmette à nos candidats. Donc, qui il va rencontrer? Est-ce qu'il va y avoir une personne présente, 2 personnes? C'est qui ces gens-là? C'est quoi leur rôle dans l'entreprise? De s'assurer aussi que notre candidat il aille s'informer sur l'entreprise, qu'il y ait toutes les informations, s'il y a des questions, quoi que ce soit, qu'il soit préparé. Mais ça va avoir un impact sur l'entrevue et la prise de décision. Donc, le plus possible, on va être là pour nos candidats, les accompagner à cette étape-ci. On planifie les entrevues, évidemment. Si les entrevues, c'est dans plusieurs jours, on veut leur faire des rappels, on veut s'assurer de rester en contrôle là, de tout ce processus-là au niveau des entrevues clients. C'est important aussi, suite aux entrevues, de faire une rétroaction. Autant, oui, évidemment, avec notre client, on veut avoir ses impressions, son feedback, mais on doit également, je veux parler à mes candidats pour avoir un peu leur impression, comment ça s'est déroulé, mais aussi d'aller chercher de l'information sur comment ça s'est passé l'entrevue, quel genre de questions qu'ils ont posées, le déroulement de l'entrevue. Donc, d'aller chercher ces informations-là, mais ça va nous permettre que si on a d'autres entrevues à planifier, on aura encore plus d'informations pour pouvoir bien préparer nos candidats pour les prochaines entrevues. Donc, on veut vraiment avoir le feedback. On veut leur parler le plus rapidement possible, autant aux clients qu'aux candidats. Des fois, même quand on va planifier les entrevues avec notre client, on peut déjà planifier une rencontre avec lui après les entrevues. Donc, on le fixe, on le book dans notre agenda, qu'on va se reparler à tel moment pour faire un retour sur les entrevues. Comme ça, c'est une rencontre planifiée, donc on est sûr d'avoir une rétroaction assez rapide de notre client. Par la suite vient la décision d'embauche. Donc, évidemment, quand on va parler avec notre client, on va aller valider, bon, qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce que c'est son attention, son intérêt au niveau des candidats, c'est pourquoi il préfère un candidat versus un autre, valider en venant le cas que ça ne fonctionne pas pour son premier choix, est-ce que d'autres candidats pourraient être potentiels, est-ce qu'il y a un deuxième choix en cas de refus du premier candidat, donc on doit vraiment le questionner, puis l'accompagner dans sa décision, dans sa réflexion en lien avec la décision d'embauche. Donc, encore une fois, on est là en expert, en rôle conseil pour l'accompagner, pour s'assurer qu'il fasse le meilleur choix possible au niveau de la décision. Ça va être important également de faire des suivis avec nos candidats. Donc, comme je disais au début, un candidat qui a pris le temps de nous rencontrer, de se déplacer, d'aller voir notre client, qui a tout fait ces étapes-ci, mais c'est la moindre des choses de lui faire une rétroaction, de contacter cette personne-là, de lui parler. Donc, advenant le cas que sa candidature n'est pas retenue, c'est vraiment important. Puis, ça va faire toute la différence sur l'expérience candidat et la marque employeur de faire de bonnes rétroactions, puis de pouvoir discuter avec le candidat, puis expliquer un petit peu la décision, puis l'accompagner si jamais on a d'autres postes, bien, de rester en contact aussi avec ces candidats-là. Ça peut être intéressant pour pouvoir faire d'autres processus, donc de rester, d'assurer un lien, quand même un suivi là, auprès des bons candidats peut nous aider grandement là, pour de prochains processus. Vient le temps, on est presque à la fin donc, de l'offre auprès du candidat. Donc, dépendamment des clients, parfois, on va s'occuper de faire l'offre au candidat. Parfois, le client va vouloir s'occuper lui-même de cette partie-là. Donc, là, c'est vraiment en fonction de ce que veut notre client. Par contre, on a un rôle vraiment très, très important à jouer là, dans le cadre de la négociation. On se doit quand même d'être neutre là-dedans, donc de ne pas avoir de parti pris pour un ou l'autre des côtés. On doit vraiment s'assurer de bien accompagner les deux pour qu'il arrive à une entente puis s'assurer que les deux parties soient satisfaits. On doit rester notre rôle de conseiller, puis on est là également pour conseiller, aider nos candidats. Donc, quand vient le temps de négociation, remise en question, on doit rester près de nos candidats là, pour pouvoir l'accompagner, qu'ils prennent la meilleure décision possible aussi là, au niveau de l'offre. Au niveau, une fois l'offre acceptée, évidemment, on reste quand même présent pour soutenir notre client, notre candidat pour l'entrée en poste. C'est une étape super importante au niveau de l'accueil et intégration des candidats.
on le sait souvent, c'est une étape des fois qui est sous-estimée par les entreprises par manque de temps ou de ressources. C'est une étape qui peut être faite très, très rapidement, mais qui peut avoir un impact sur le succès ou non d'une embauche. Donc, c'est encore là, nous, on veut être là en accompagnement auprès de nos clients, s'assurer qu'ils ont vraiment une politique d'accueil et intégration qui vont être en mesure de bien accueillir notre candidat, que ça se passe bien. Donc, c'est dans leur intérêt également, puis de les sensibiliser sur l'importance de cette étape-ci. Donc, on doit rester présent, là, puis les accompagner aux besoins là, pour les aider, pour que ça fonctionne bien. Et évidemment, on se doit là, de rester près de notre candidat, de faire des suivis, s'assurer que ça se passe bien dans son emploi. Puis des fois, en faisant ces suivis-là, il y a des informations qui vont ressortir qui vont nous permettre de peut-être rétablir certaines choses avec notre client qui va faire en sorte qu'on va éviter que la personne quitte ou qu'il y ait un désistement. Donc, notre rôle est quand même important, même une fois l'entrée en poste, de rester présent dans les premières semaines là, pour s'assurer que tout se passe bien puis de pouvoir accompagner aux besoins là, si jamais il y a des enjeux ou des insatisfactions. Donc, voilà, donc quelques petits rappels au niveau de notre processus. Donc, toujours bien analyser la prise de besoin reste une étape essentielle. Donc, si dès le départ, on ne cible pas la bonne personne, on n'a pas les bonnes exigences, les succès vont être on risque de se planter là, au niveau de notre processus de recrutement. Donc, toujours aller chercher les bonnes informations pour faire une bonne prise de besoin, pour définir clairement le profil recherché. Toute l'étape de présélection, préparer ses entrevues, toute l'étape des vérifications aussi, s'assurer là, de passer au travers chacune des vérifications et de rester évidemment en contact avec nos candidats, avec notre client tout au long du processus, d'avoir une bonne communication, rester présent et elle va faire en sorte qu'on va maximiser nos chances de succès là, au niveau de notre processus de recrutement. Questions? Ça va? Excellent. Donc, ça complète finalement la présentation d'aujourd'hui. Donc, je demeure disponible si jamais il y a quoi que ce soit. Sinon, je vous souhaite une belle fin de journée, bonne préparation pour la tempête de ce soir. Merci. Bonne Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bonne Bye bye. journée. Merci. Merci.